Ocean Wong, Prayer for the Newly Damned. Dearest Father, forgive me for I have seen, behind a wooden fence, a field lit with summer, a man pressing a shank to another man's throat, steel turning to light on sweat-slick neck. Forgive me for not twisting this tongue into the shape of your name, for thinking, this must be how every prayer begins. The word please cleaving the wind into fragments, into what a boy hears in his need to know how pain blesses the body back to its sinner. The hours suddenly stilled. The man, his lips pressed to the black boot. Am I wrong to love those eyes, to see something so clear and blue, back to remain clear and blue? Did my cheek twitch when the wet shadow bloomed from his crotch and tricked into old orchard? How quickly the blade becomes you. But let me begin again. There's a boy kneeling in a house with every door kicked open to summer. There's a question corroding his tongue, a knife touching, your finger lodged inside the throat. Dearest Father, what becomes of the boy? Bonsoir, chères mesdames et messieurs, bienvenue. Maintenant, Mahir Guven présentera son roman Grand Frère en conversation avec Marco Dairaf. Oui, ça marche. Merci beaucoup pour cette belle introduction. C'est une belle lecture qui est précédée par un petit accident déjà, donc je ne sais pas ce qui va arriver encore. Merci d'être avec nous, Mahir Guven. C'est un grand plaisir de te revoir. Vous m'entendez? Voilà, là vous m'entendez. Bonjour Margot, Ouais. Dobar dan Sarajevo, kako si. And that's all for the moment. J'ai vu, Mahir, que la rencontre de maintenant a été annoncée comme Big Brother, Grand Frère. Évidemment, c'est le titre de ton premier roman paru en 2017. Et bon, on a 45 minutes. Évidemment, c'est beaucoup trop court pour toi. Parce que si jamais tu me demandais de te comparer à un animal, je dirais un caméléon. Ah, d'accord. Parce que tu changes tellement souvent d'identité, je dirais presque. Et tu inventes à chaque fois une nouvelle parution, une nouvelle idée. Tu changes de métier, c'est formidable. Et c'est grâce d'ailleurs à Ella Karic qu'on peut se comprendre. Donc notre interprète, un grand merci à elle. Ouais. Alors, qui est Mahir Guven? Bon, c'est une grande question. Je vais donner à notre public quelques mots-clés, mais je ne vais pas te présenter très longuement. Je dirais écrivain, éditeur, mère turque, père kurde, réfugié en France, études de gestion, d'économie, travail dans le domaine financier tout d'abord. Le vélo, qui a été important aussi d'une certaine manière dans ta vie. Le 1, hebdomadaire Le 1. Et ensuite, pour tout comprendre, en fait, il faudrait lire tout ce que tu as écrit jusqu'à présent. Et heureusement, tu es encore jeune, sinon on aurait beaucoup plus de titres de toi déjà. Le livre Grand Frère a été traduit en croate, donc disponible ici. Si jamais vous avez envie de l'acheter après la rencontre, ce sera possible en croate. Je voudrais qu'on parle tout de suite de ton premier roman, parce que c'est le livre qui t'a amené ici, évidemment. Grand Frère, c'est l'histoire de deux frères, une trentaine d'années, je dirais, à peu près, qui ont grandi en banlieue parisienne. Le premier grand frère donc, est chauffeur chez Uber, et le petit frère est infirmier qui, à un certain moment, disparaît. Je ne vais pas en dire plus parce que, bon, si on va lire le livre, ce serait dommage déjà, surtout la grande surprise de la fin. C'est un livre sur beaucoup de choses, sur la radicalisation, sur se sentir chez soi, sur qu'est-ce que ça veut dire d'être français, et aussi sur comment est-ce qu'on se fait une place dans un pays où on n'est pas né, n'est-ce pas? Le livre, pour moi, se caractérise vraiment par une énorme énergie, vraiment, même une fureur, je dirais.
une fureur parce qu'il y avait quelque chose qui a bouillonné, je pense, en toi pour écrire ce livre. Est-ce que tu l'as écrit très rapidement et dans quel esprit tu étais en écrivant ce livre? C'est un livre que j'ai écrit, je crois, vite. En tout cas, à l'époque, pour moi, c'était rapide. C'était 10 mois. Et j'étais en colère. Mais à Paris, dans la sphère culturelle, on n'a pas le droit d'être en colère. Parce que la colère, très vite, elle est perçue comme de l'aigreur. Et l'aigreur est un... On juge l'aigreur en France, notamment dans les classes bourgeoises, comme un défaut de personnalité. On n'a pas le droit d'être aigri. On doit toujours dire j'ai bien mangé, merci. et donc cette aigreur, elle a pu passer par la littérature. Parce que là, elle était saluée. Et c'est une des particularités de la France. C'est que comme on respecte la culture, on peut faire beaucoup de choses avec la culture. Ça explique aussi que nous n'avançons pas dans nos problèmes sociaux et politiques. Parce que, au lieu de se parler franchement, sincèrement, simplement, il faut passer par des manières détournées. Il ne faut pas oublier que la France, c'est un pays qui a inventé le parfum. Et donc, je vais être un peu dur avec mon pays, mais plutôt que de se laver, on préférait se parfumer. C'était plus élégant, voilà. Mais est-ce que tu penses qu'il y a un pays dans ce monde dans lequel on vit où on a vraiment le droit d'être aigri? Non, je crois... ah oui, oui, oui. Oui, oui. Ah oui, où ça alors? En Turquie, on peut crier, on a le droit. Par contre, on se fait taper. Mais donc on peut... Mais par contre, on prend des coups. Mais on le sait. La difficulté, quand on est en France, c'est pas tant de ce que je dis, c'est que on se prévaut d'être un grand territoire de liberté d'expression. Et ça, c'est douloureux. Et je veux pas critiquer mon pays pour ça, mais c'est douloureux de se prévaloir d'une chose et de grandir avec une éducation et qu'en fait, après, elle est à géométrie variable, cette liberté d'expression. Voilà. Si tu dis mon pays, tu parles de la France. Bien sûr. Mais en fait, tu as plusieurs pays, je pense, en toi, qui sont ancrés en toi quelque part. Mon premier pays, c'est la maison. C'est ma mère, ma grand-mère, ma sœur. Et c'est le pays auquel je reviens tout le temps. C'est un pays qui a disparu. Ensuite, il y a la ville où j'ai grandi, Saint-Sébastien-sur-Loire, qui est importante. C'est une ville de 20 000 habitants. Mais jusqu'à mes 14 ans, c'est 99% de mon existence. Les gens, leur manière de parler, leur manière de penser, leur manière d'être avec le monde. Et après, il y a ma région, la Bretagne, et puis de manière plus large, la France. Et après, il y a le pays dont on hérite, ou les pays dont on hérite, la Turquie, le Kurdistan. Kurdistan, pays politiquement inexistant, géographiquement existant et culturellement. Et donc c'est ça, peut-être qu'avec le temps, à force d'écrire et de réfléchir, c'est comme ça que j'ai su me raconter. Parce que j'ai mis longtemps à comprendre que j'étais dans l'inconfort de beaucoup de gens métis. Moi j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 ans. Que je me sentais jamais vraiment à ma place. Alors et longtemps je me disais, en fait je suis nulle part et en même temps c'est ce qui permet d'être partout. C'est ce que j'allais te demander, parce que est-ce que c'est pas justement un avantage d'être de nulle part en tant qu'écrivain? Oui, je sais pas. En tout cas, moi... Ah, mais quand même, tu as réfléchi à ça, il faudrait que tu aies une réponse à ça. C'est ma singularité, et donc j'ai su l'exploiter. Oui. Mais parfois, c'est au risque d'être incompris. Mais moi, bizarrement, je me sens toujours mieux à l'étranger. Je me sens plus frais, plus libre... parce qu'en France, j'ai toujours l'impression d'être le traducteur de moi-même. Et c'est bon, on fait avec, il faut faire avec. Voilà. Là, tu as dit, ma maison n'existe plus. Tu es venu en France avec ta mère. Je suis né en France. Oui, je sais. Mais tes parents, donc ta mère est venue en France, tu es né en France. Tu as dit, il y avait ma grand-mère. Ouais. J'ai l'impression que tu as grandi entouré de femmes. Et c'est vrai ou est-ce que... Et si oui... Oui, j'étais le seul garçon de la maison. Voilà. Le petit prince. Le petit prince, le petit prince, mais en même temps avec une charge morale d'incarner la masculinité à la maison. Alors même de manière projetée, parce qu'on me répétait plus tard il faudrait être un homme. Mais bon, quand on est enfant et ado,
C'est comme si c'est un costume qu'il faut déjà commencer à apprendre à porter un peu tôt. Voilà. Et c'était difficile pour toi? Je sais pas, je peux pas me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que tôt on te donne des responsabilités. Alors ça peut être, pour la France c'était pas banal, hein, quand à 8 ans il faut aller nettoyer le linge à l'extérieur et tout. Bon après dans d'autres pays c'est complètement banal d'être dans une famille pauvre et de faire tout ça, mais moi je l'ai pas mal vécu non plus. Je l'ai pas mal vécu, mais ça crée un décalage constant. Par contre, je crois que ça m'a permis de... Alors, ça m'a permis d'avoir une lecture différente des mondes féminins. C'est-à-dire de comprendre parfois le langage codé. Là où je vois certaines personnes, des amis, qui ont grandi que dans des familles d'hommes, et qui ont des difficultés de traduction, parfois. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, peut-être, de ces exemple. codes féminins? J'avais une amie de ma mère, Tulay, qui était veuve comme ma mère, 30 ans. Et Tulay voulait absolument retrouver un mari. Elle parlait pas très bien français, donc et à l'époque, elle voulait un mari français. Donc elles ont cherché dans les petites annonces dans les magazines. Et c'est ma mère qui appelait au téléphone. Elle appelait en haut-parleur pour que Tulay entende. Oui. Et donc, un jour, elles ont appelé, elles sont tombées sur un homme un peu pervers. Et bien sûr, comme j'étais là, il fallait pas dire ce que le type disait, mais moi j'étais un peu loin, j'entendais pas exactement ce qu'il disait. Et ma mère lui dit en turc, il demande si tu as des gros melons. ma grand-mère, elle dit, lui, il va finir en prison. Et moi, je suis au loin et j'essaye de comprendre ce qu'il se raconte. Hein. Oui. Et elle lui dit, tu sais, ma fille, il faut jamais laver sa culotte dans la maison d'un voleur. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle raconte? Et en fait, je comprends qu'il est en train de se passer un truc drôle, que ma grand-mère rigole, mais après, elle se fâche et elle les engueule en disant, qu'est-ce que vous foutez avec des gens fous comme ça, etc. Mm-hmm. Donc c'est le genre d'exemple, mais il y a eu quand ma sœur a eu ses premières règles, etc., où, comme la maison était petite, j'étais pas loin, bon, je voyais ma mère et ma grand-mère expliquer à ma sœur, mais à l'orientale, donc de manière un peu détournée, etc. Voilà, il y a eu tout un tas de trucs comme ça. Voilà. Et pourtant, dans ton premier roman, tu écris sur 2 frères, en fait, un grand frère et un petit frère. Pour moi, une des explications, enfin, en tout cas, ce livre, je l'ai écrit parce que j'ai eu une incompréhension au moment des attentats du Bataclan sur pourquoi le terrorisme en France, pourquoi des jeunes qui ont grandi en France partent en Syrie ou font des attentats, et ce que nous, enfants d'immigrés, on devenait et les choix qu'on avait. Et je suis parti du principe que dans beaucoup de familles, il manquait un parent et souvent il manquait une mère, soit un père, soit une mère. On expliquait souvent que les terroristes n'avaient pas de père, mais il y a eu des cas où j'ai lu qu'il n'y avait pas de mère non plus. Et donc j'ai essayé de comprendre, en tout cas de raconter une famille, qu'est-ce que ça provoquait dans une famille, l'absence d'une mère. Parce que moi j'avais le modèle exactement inverse, j'avais pas mon père, et j'avais l'impression que quand même la sorte de matriarcat dans laquelle j'avais grandi, ça m'avait quand même structuré, parce que je dirais que chez moi les femmes pouvaient être plus douces, mais en même temps elles étaient beaucoup plus exigeantes, parce que j'avais toujours quelqu'un qui surveillait un peu ce que je faisais, et qui était prompt à juger mon éducation, ou en tout cas à serrer les boulons tout le temps. Or, j'ai l'impression que les hommes, en tout cas en France, sont un peu plus, pour être gentils, libéral avec les enfants, parce qu'ils ont d'autres choses à faire. Voilà. Je voudrais revenir à ce style, parce que tu dis tu l'as écrit en colère. Tu étais en colère après l'attentat du Bataclan, probablement. Tu t'es demandé, mais dans quel pays est-ce que je vis? D'où ça vient, ce terrorisme-là? Et tu as écrit dans un style qui reflète énormément cette colère, cette fureur. Il y a beaucoup d'argot, il y a beaucoup de langues parlées dans ton roman. Le roman a eu plusieurs prix, Goncourt du premier roman aussi. Donc il y a eu énormément de traductions. Moi j'ai parlé avec la traductrice qui a fait la traduction en néerlandais, qui avait vraiment, vraiment énormément de problèmes avec ce style-là, avec ces mots-là. Elle a consulté je ne sais pas combien de collègues et de dictionnaires.
Pourquoi tu l'as écrit dans ce style-là et avec ce rythme, oui, fou en fait? Bon, il y a une première part qui sont des réflexions esthétiques. C'est-à-dire que moi, j'adore lire, mais la littérature est attaquée par le monde des images, le cinéma en premier, depuis très longtemps, mais depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années maintenant, par les réseaux sociaux. Ce qui fait que notre imaginaire est saturé d'images. Mais les images parlent peu parce qu'elles laissent... souvent, les images forcent l'imaginaire. Et donc, et en même temps, elles laissent une interprétation assez libre des choses. Avec le cadrage, le choix des couleurs, enfin tout un tas de choses. Et je me disais comment je fais pour écrire un roman aujourd'hui qui bat le cinéma, qui est plus fort que le cinéma. Et donc le pouvoir que j'avais, c'était la voix introspective et la langue. Ça, et alors je en parle en connaissance de cause parce que je suis en train d'adapter le livre au cinéma, et que c'est une très, très grande difficulté. J'étais sûr que je pouvais tenir esthétiquement quelque chose de fort en utilisant ce style. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une réflexion plus politique. C'est que la langue, elle porte une manière de penser. Un rythme, la violence des mots dit quelque chose de l'état d'esprit de quelqu'un. Et donc, je voulais créer, moi, ce personnage assez silencieux, enfermé dans une voiture, derrière un pare-brise, qui voit tout du monde qui passe, mais qui ne peut pas parler et qui est coincé dans sa tête en permanence, dans sa voiture et dans sa tête. Et donc, montrer qu'il y a cette difficulté pour certains à parler dans la société. Donc c'est un personnage qui est métis, dont le père est syrien, un intello. La mère est française, elle est bretonne. Et lui, il est coincé entre ces deux cultures parce que la lecture que la société a de lui, c'est un jeune homme d'origine arabe. Et ça s'arrête là. Or, il est plus que ça, parce que c'est le fils d'un réfugié, c'est le fils d'un intello. Il a aussi des origines bretonnes. Il a aussi sa culture de banlieue qui signifie quelque chose, une éducation à la musique rap. Et le rap est aussi une culture, et c'est une culture de France. C'est-à-dire que le rap n'existait pas en Syrie, il n'existait pas en Turquie. Il est né aux États-Unis et en France, qui sont les deux nations du rap. Donc c'est tout ça que j'ai voulu raconter dans le texte et un peu rendre hommage à toute ma génération aussi, à notre manière de parler. Et tout ce vocabulaire qu'on a inventé par insolence au lycée, dans la rue, chez McDonald's, en fait, maintenant, il est passé dans le langage, en tout cas en grande partie dans le langage populaire. Des mots comme ouf, qui étaient à l'époque très utilisés, mais qui étaient un peu insolents. Aujourd'hui, ça fait partie du langage courant. Il y a même des titres de films, L'amour ouf, qui est sorti récemment, etc. Donc là, je donne un exemple parmi d'autres, mais... C'était principalement ces deux aspects. Tu viens de dire en fait que tu as écrit le roman pour te pencher sur la question, entre autres, du terrorisme. Tu voulais le regarder de près. Souvent, s'il y a une première question au début de l'écriture d'un roman, les écrivains apprennent en écrivant pourquoi et quelle est la réponse à cette première question. Qu'est-ce que tu as appris en écrivant ce livre? Est-ce que tu as trouvé la réponse à ta première question? Non, j'ai aucune... Enfin, si, j'ai des pistes, mais En fait, je vais te donner un exemple très simple. Pourquoi j'ai pris deux frères? Parce que on peut tout mettre, on peut mettre les mêmes circonstances dans une famille, le même père, la même mère, et puis les chemins se séparent. C'est le cas entre... Les gens me disent pourquoi j'écris, j'en sais rien. Ma sœur est ingénieure dans le nucléaire, moi j'écris. Pourtant, on a grandi dans la même famille, on a la même histoire, on a plein de choses en commun. Et donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une part qui est structurelle, sociétale, qui provoque en fait ces chemins détournés. Il y a une part qui est complètement intime, c'est qu'il y a des individus, non pas qui sont nés en ayant un ADN de terroriste, mais qui ont un espèce de psychologie ultra empathique qui pourrait se diriger dans plein de directions. J'ai dit ça parce que quand j'ai écrit le livre, j'ai discuté avec le philosophe Régis Debray, et je lui ai demandé, mais pourquoi t'es parti à la guérilla avec Che Guevara? Et il m'a dit, je sais pas, j'avais besoin de vivre, j'avais besoin de faire quelque chose de ma vie. Et lui, il était persuadé, il l'a écrit d'ailleurs dans les journaux, qu'une partie des jeunes qui partaient en Syrie
étaient en quête de sens, partaient pour trouver un sens à leur existence dans un monde probablement post-matérialiste où les gens ont peine à trouver du sens. Donc je pense que là-dessus, à force de fouiller, j'ai réussi à dessiner quelques pistes comme ça. Mais Parce qu'en fait, c'est un livre très politique que tu as ouais, écrit. ouais. Et c'est pas le seul livre très politique que tu as écrit, parce qu'ensuite, tu as écrit Les Innocents, un deuxième roman. Ouais. Et puis, Rien de personnel. C'est un excellent titre parce qu'évidemment, tout est personnel dans le livre. Ouais. Le titre est Rien de personnel, vie française, en pluriel, donc avec 2 S, vie française de la famille Guven, que tu as publié en 24. C'est autobiographique, je pense. Oui. Et en même temps, c'est très universel, parce que je pense que ça vaut presque pour tous les gens qui ont vécu ce genre d'exil, si on peut le dire, non ? Rien de personnel, c'est un mode d'emploi, vraiment, parce que parfois les gens s'imaginent que nous, qu'on a entendu 100 fois, alors pas forcément pour nous, mais pour d'autres, mais en France, il faut être comme ça. Et en fait, à force d'expliquer aux gens que, en fait, un parcours d'immigration, on apprend. En fait, même un enfant, j'ai une fille de 3 ans et demi, elle apprend à vivre dans le pays. Elle est dans le ventre de sa mère, on lui a pas expliqué la Marseillaise ou je sais pas quoi. Et donc, nous, ça a pris, allez, grosso modo, 20, 30, 40 ans, et puis ça continue constamment. Que ce soit pour nous, une famille immigrée, mais pour d'autres, y compris des gens qui ont une famille d'héritage, autochtone. On apprend à vivre dans un pays parce que le pays évolue, parce que certaines pages du pays, on ne les connaissait pas, on les découvre. Et donc j'ai voulu raconter ça de manière très très simple, et expliquer que bah oui, nous on parlait turc à la maison, bah, et c'était pas très grave, ça nous transformait pas en personnes inintégrées et aussi pour témoigner que on peut pas enlever la langue maternelle de quelqu'un parce que c'est lui arracher sa langue. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est Freud qui le dit. Il dit c'est très très dur d'arracher la langue maternelle aux gens. Hannah Arendt, elle témoigne de la même chose quand elle est réfugiée aux États-Unis. Elle dit je peux plus parler ma langue, je sais plus si je dois écrire en allemand, en anglais. J'ai l'impression de ne plus pouvoir penser aussi précisément en anglais. Et c'est tout ça qu'on a voulu raconter, aussi avec beaucoup d'humour, parce que les situations biculturelles créent beaucoup de quiproquos, énormément de quiproquos. Ouais. Oui, j'ai pu le remarquer moi-même, parce que dans le club de lecture Amsterdam que je dirige, il y a beaucoup de nationalités, et il y a des gens qui se sont mariés avec une autre, disons, un homme ou femme d'une autre nationalité, et tout le monde s'est reconnu dans ton livre. Tout le monde a dit, oui, effectivement, c'est comme ça. Si on ne connaît pas la langue, par exemple, tu écris, nous étions des déracinés. Les codes manquent. En fait, c'est ça, hein. On ne connaît pas les codes. On ne connaît pas les codes, mais c'est... Enfin, j'ai 1 milliard d'exemples. Un jour, on part en camping, ma mère loue un mobil-home. Bon, devant le mobil-home, elle plante une tente pour que les enfants dorment dedans pour jouer. Et puis, en fait, la dame arrive et elle est en colère. Il ne faut pas faire ça. Et ma mère le prend pour une marque de racisme. Elle dit, mais on ne peut pas me parler comme ça pour une histoire de tente. Donc, ma mère, elle a ses codes à elle. On ne parle pas aux gens pour une petite tente pour enfants comme ça. Et la dame a ses codes à elle, qui est que mettre une tente à cet endroit-là, ça ne se fait pas. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est comme ça. Et donc, bon, il y a tout un tas de trucs comme ça qu'on a vécu, qui étaient intéressants de raconter, je crois, à ce moment-là. Dans Rien de personnel aussi, tu nous parles à un certain moment de ton père, qui est activiste. Oui. Ça fait aussi que tous les livres que tu fais sont des livres très politiques. Est-ce que tu veux nous parler de ton père et de cette recherche, peut-être ? Mon père il était effectivement militant politique en Turquie. Il a dû fuir la Turquie au moment du coup d'État en 1980. Et ma mère a été mise en prison à l'époque. Elle est sortie 3 ans plus tard. Ils se sont retrouvés en Allemagne après. En fait, ma mère a pris une permission en prison. Et puis, comme beaucoup de réfugiés, elle est montée dans un bateau de bienfaiteurs suisses et grecs à la plage. Et puis, elle est passée en Grèce avec un faux passeport. Et ils se sont retrouvés en Allemagne. Et après, ils ont eu un petit périple en Europe, Italie. Puis, ils sont arrivés en France parce que sous Mitterrand, il y a eu une sympathie pour les réfugiés, notamment les réfugiés kurdes.
Et donc ils sont devenus réfugiés politiques en France. Mon père a continué ses activités de manière plus intellectuelle, en écrivant dans les journaux, mais aussi en essayant de souder la diaspora. Et puis, c'est des années compliquées où on n'a pas encore toutes les explications, même si on a des pistes. On a subi un premier attentat. Selon ma mère, parce que mon père dénonçait le trafic de drogue. Selon un journaliste, parce qu'il dénonçait le trafic d'armes entre la France et l'Afrique du Sud. Et après, il y a eu un deuxième attentat où il est décédé, à Paris, quand j'avais 5 ans. Et c'est une figure qui est absente dans notre famille, enfin qui est là, qui est en surplomb, mais qui en même temps... En fait, on s'est construit sans mon père. On a construit une... Enfin, là, j'en souris, mais moi, j'ai une enfance quand même assez heureuse, mine de rien, parce qu'on rigolait tout le temps. On rigolait tout le temps parce que de là où viennent ma mère et ma grand-mère, c'est vrai que la mort est assez présente dans la vie. Ma propre mère avait perdu son père pour un accident de tracteur. Ma grand-mère avait perdu un frère dont elle parlait beaucoup. Et donc c'est vrai qu'on considérait que la mort faisait partie de la vie et que il y a une forme de... Comment dire, le mot m'échappe, mais... c'était le travail du destin, quoi. Mais qu'il fallait pas être défaitiste et que la vie... Ma grand-mère répétait souvent, en tout cas elle nous sermonnait avec ma mère en disant... peu importe ce qui se passe, c'est à nous d'écrire la vie, d'écrire la joie. Donc on a grandi beaucoup avec ces dictons un peu paysans, un peu... aussi un peu mystique, un peu religieux, etc. Voilà. Est-ce que le fait que la mort était partout dans ta famille a joué un rôle dans ton destin de devenir écrivain? Probablement. Ça, je ne saurais jamais, mais en tout cas, je me suis toujours senti en décalage. Mais même jusqu'à aujourd'hui... Des fois, les gens me parlent de choses de manière extrêmement grave et qui, en fait, au fond, ne sont pas très graves. Et vraiment, je suis obligé de me transformer en traducteur, enfin, en tout cas, même de modifier mon attitude pour pas offenser les gens. Mais au fond de moi, je me dis, mais ça, c'est n'importe quoi. Enfin, en fait, on s'en fout. En réalité, il faut résoudre le problème, mais c'est pas grave, c'est un problème. Et donc, confondre l'importance et la gravité, je trouve que c'est une maladie de l'époque. Parce que beaucoup de choses sont importantes, mais tout n'est pas grave. Voilà. On n'a pas eu un appartement, c'est parti à quelqu'un, on n'a pas pu l'acheter, c'est pas grave. Là, on est en train de construire une maison, on a une voisine, elle est sous antidépresseur depuis je sais pas combien de mois, et ça va pas parce que le promoteur a pas fini les robinets. Mais moi, je suis obligé d'en rigoler intérieurement, mais Mais tu peux pas lui dire, évidemment. J'aimerais bien. Parce que j'aimerais bien quand même peut-être qu'on enseigne aux enfants la différence entre gravité et importance, surtout à l'heure aujourd'hui des réseaux sociaux, parce qu'on est dans un monde où la guerre réapparaît, elle est très proche, et moi je suis inquiet quand même. Enfin, la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, ça m'inquiète. L'Ukraine, c'est pas loin de la France. Et puis il n'y a pas que la France, je veux dire... Est-ce que les Ukrainiens ont mérité cette guerre? Non. Est-ce que éventuellement les pays baltes la mériteraient? Je ne crois pas. Est-ce que les Balkans méritaient une guerre? Je ne crois pas du tout. Et les Polonais, certainement pas. Donc j'aimerais bien qu'on soit un peu conscient de ça. Et je suis choqué, pardon, mais quand j'ai des gens qui légitiment l'action de Vladimir Poutine en France au motif parce qu'ils ont lu quelques trucs sur les réseaux sociaux, j'entends, moi, ces arguments, mais en fait, c'est pas de ça dont on parle. On parle d'enfants, d'hommes, de femmes qui décèdent sous des missiles maintenant. Donc on sait même pas qui te tue, en fait. Ça arrive, des gens à 1500 km avec un iPad, ils voulaient cibler un commissariat. En fait, c'est tombé à 50 mètres sur une résidence ou une école. Et je trouve ça complètement terrible. Alors, pardon, je voulais pas vous déprimer, mais c'est à ça que je pense en ce moment. Et donc, je suis dans l'inconfort, voilà. Je comprends très bien. Je crois que tout le monde ressent ça d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on lit énormément, et surtout tes livres aujourd'hui. Je sais qu'il y a partout aussi, certainement en France, un débat sur l'identité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être français? Est-ce que tu le considères comme important, comme question actuellement? C'est essentiel. Et en fait, il y a un combat entre deux visions de ce qu'est l'identité française. Et généralement, les médias, je pense, se trompent dans les oppositions. En fait, en France, il y a la naissance d'une identité française naturelle
à travers les siècles, qui commence à peu près au XIe siècle avec Saint-Louis, puis au XVe siècle avec François Ier, avec l'unification de la langue. Mais ce n'est pas une unification territoriale majeure, c'est une unification juridique où on dit que la loi maintenant doit être rendue en français. Ce n'est pas le français d'aujourd'hui, c'est un vieux français qu'il est assez difficile de décrypter. Et, mais ce n'est pas une adhésion profonde et nationale dans le pays. L'adhésion nationale arrive à la Révolution française. Comment elle arrive? Il y a ces idées des Lumières qui apparaissent à Paris et qu'il faut propager sur le territoire. Sauf qu'à l'époque, 2/3 des nouveaux citoyens français ne parlent pas français. Ils parlent une langue du coin, l'auvergnat, le breton, etc. Et donc les philosophes de l'époque, les penseurs, disent qu'on ne peut pas comprendre l'esprit de la Révolution et des Lumières sans parler le français. Donc démarre une période d'alphabétisation, en tout cas d'apprentissage de la langue française, par l'apprentissage de la langue à travers la création d'écoles, mais énormément par la force. C'est-à-dire qu'on convertit les paysans de l'époque en leur expliquant il faut parler français et vous êtes des idiots si vous ne parlez pas français. Donc il y a plein de témoignages. Il y a un grand historien américain qui a travaillé là-dessus, ça s'appelle La fin des terroirs, Eugène Weber, qui raconte comment on force, mais on met les gens en prison, on les bat, parfois on les tue. Et ce processus s'arrête à peu près juste après la Première Guerre mondiale, où quand tout le monde arrive dans les tranchées, en fait, il faut une langue commune de combat. Il y a 2,5 millions de soldats dans les tranchées du Nord, et donc là, le français s'impose. Et parmi nos grandes historiennes, par exemple, Mona Ozouf, qui est d'origine bretonne, disait que ses parents, en fait, ne parlaient à peine le français. On est dans les années 40. Donc ça, il y a une vision républicaine du devenir français par l'adhésion à des idées et à une langue. Mais à côté de ça, à partir de la fin du 19e, il y a eu les idées, notamment qui sont arrivées d'Allemagne, par le mouvement Völkisch, il y a une identité française raciale immanente. On est français ou on ne l'est pas. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vision, elle s'éclaire à travers deux grands auteurs français, l'un qui est Émile Zola, un géant, et l'autre qui est Barès, qui est un auteur réactionnaire, conservateur, une très grande plume, mais réactionnaire. Et qui disait au sujet d'Émile Zola, cet homme n'est pas français, puisque son père et la race de ses ancêtres sont des Vénitiens. Émile Zola est un Italien dégénéré. C'est pour ça qu'il défend le capitaine Dreyfus, parce qu'il pense comme un dégénéré. Un Français ne penserait pas comme ça, Émile Zola n'est pas français. Quand on regarde maintenant, personne ne dirait en France qu'Émile Zola n'est pas français. Et ces deux visions de l'identité française, elles sont constamment en opposition. C'est pour ça qu'émerge dans le débat public français de souche, français de papier, tout un tas d'inventions qui n'avaient pas été pensées à la Révolution. Il y a une autre anecdote que les gens savent peu, mais Napoléon n'est pas né français. Napoléon, il est né quelques semaines avant le rattachement de la Corse au Royaume de France. Mais ça reste un territoire indépendant. C'est pour ça que Germaine de Staël disait déjà il y a plus de 200 ans qu'elle était plus française que Napoléon. Mais ce qui est drôle, c'est que Napoléon est envoyé ensuite par son père en France à l'Académie militaire, dans le Royaume. Et Napoléon lui a dit « Votre livre n'est pas français ». Et il l'a exilé. Et toute la correspondance de jeunesse de Napoléon à son père, c'est « Je les hais, je les déteste, je les soumettrai, et je libérerai mon île ». Et après, il devient empereur des Français. Et ça raconte très très bien ces oppositions du rapport à l'identité, et qu'il y a dans l'identité française, il y a un rapport à l'amour et à la haine de soi constant. C'est pour ça que les Français critiquent toujours leur pays. Ils sont très fiers d'eux et en même temps, ils sont capables de le démolir et de le brûler. Et ils se plaignent beaucoup aussi. Ouais. Si jamais tu pouvais devenir président de la France, et on te disait, Monsieur le Président Guven, comment est-ce que vous définissez l'identité française? Qu'est-ce que tu dirais? Non, je pense que le truc qui manque... En fait, l'identité française, elle se définit par la négative. C'est quand on part de France qu'on comprend ce qu'on est. C'est-à-dire que, mis à part à Sarajevo, on aime le pain nulle part. Et partout dans le monde ailleurs, on déteste le fromage des autres. Parce que le nôtre est à un certain niveau. Et c'est aussi je pense que les Français ont un esprit de contradiction assez élevé. Et ce qui fait parfois qu'on est de mauvaise foi.
mais c'est pour se créer une singularité. Et je crois que l'identité française, on peut expliquer ce qu'on veut, le parfum, la mode, etc. C'est des choses qui Mais n'existent. là, c'est toi qui expliques, là. Ouais. C'est à toi que je pose la question. En tant que président, Oui. Tu m'échappes, là, mais je vais te coincer. déjà, je veux pas être président parce que je pourrais pas vivre tranquillement à Sarajevo. Tu t'échappes de nouveau. Je voudrais une réponse. Non, je sais pas quoi dire. C'est vraiment, pour moi, c'est un mystère. Je saurais pas quoi répondre. D'accord. Alors, tu n'es pas seulement Mais écrivain. si, je dirais, non, l'un des marqueurs principaux de la France, c'est que c'est un pays de livres et d'écrivains. C'est la religion de la républicaine majeure, et je crois que ça fait... C'est l'un des pays au monde où il y a le plus de noms de rues, d'avenues, de boulevards, de collèges, de lycées, de bibliothèques, d'opéras, je sais pas quoi, au nom d'écrivains. Même le Panthéon, qui est un temple républicain laïque, 80% des grands hommes et femmes sont des écrivains. Je crois que c'est assez rare. Concernant mon autre nationalité, la nationalité turque qui est plus éloignée, il y a un temple républicain où il y a un homme, c'est Atatürk, qui est un homme politique. Donc on ne célèbre pas autant ailleurs. En tout cas, si, on doit célébrer autant, mais la France fait partie de ces pays où on célèbre beaucoup la littérature, les écrivains et les livres. Exactement, c'est pour ça que tu es devenu probablement écrivain et tu es devenu aussi éditeur. Oui. Alors, ma question serait de savoir... évidemment, la littérature est très importante en France et je pense ici aussi et dans d'autres pays également, mais peut-être pas autant qu'en France. Que peut la littérature, en fait, dans ce monde? Tu sais, je déteste cette question. À l'époque, quand je travaillais avec Éric Fotorino, qui est un écrivain et journaliste, il disait toujours c'est la littérature qui va sauver le monde. Donc lui, il est très enthousiaste, pessimiste, optimiste. Et moi, je lui disais, oui, mets en pare-balles, comme ça, des livres, et puis va à la guerre, et puis on va voir si la littérature va te sauver. Donc non, je crois que la littérature, elle peut nous ouvrir l'esprit, elle peut nous soigner l'esprit, nous apaiser. Mais il ne faut pas non plus lui demander de faire pousser du blé ou de faire pleuvoir ou d'arrêter le réchauffement climatique en claquant des doigts. Non, c'est ça le problème. On Oui. a un rôle qui est celui d'auteur, qui est de raconter, de décrypter, d'ouvrir les yeux. Mais je déteste quand on grandit trop notre rôle non plus, parce que je ne suis pas... les écrivains ne sont pas Nelson Mandela, mais ils ont leur fonction à eux. On n'est pas médecin, on ne guérit pas des cancers, mais on peut soigner des peines, on peut aider les gens à se comprendre entre eux, on peut décrypter des psychologies, des périodes historiques. On est des ingénieurs de l'âme humaine, mais on n'est pas capable de tout. Et ça, je pense que c'est important d'en être conscient. Voilà. Je comprends, on a encore 3 minutes, je pense. Et ce sera ma dernière question. Tu es devenu éditeur, tu n'as pas quitté, tu n'es pas devenu ingénieur ni médecin. Tu as publié, tu es en train de publier des jeunes auteurs. Oui. Quel choix est-ce que tu fais et pourquoi? Pourquoi je le fais? Parce que en France, la littérature et le monde de l'édition est centralisé à Paris. On a un pays de 67 millions d'habitants, 64 millions en France métropolitaine, 3 millions dans les territoires français d'outre-mer, et 80% de l'édition est parisienne, 70 à 80. Ce qui fait qu'on a des stéréotypes d'histoire, de ton, de style. Et moi, j'en suis très conscient, j'ai pas grandi à Paris. Par ailleurs, quand on a voulu ouvrir à la diversité, en fait, le monde de la culture, on a tout de suite eu des stéréotypes raciaux à appliquer. On a dit les Noirs et les Arabes. Or, la diversité, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a une diversité géographique, culturelle, sociale, et même chez les Français d'ailleurs, c'est beaucoup plus large que Noirs et Arabes, qui nous représentent environ 50% des Français d'ailleurs. Ce qui fait qu'on n'a pas les Turcs, on n'a pas les Kurdes, on n'a pas les Bosniaques, on n'a pas les Serbes, on n'a pas le Pakistanais, Indien, etc. Et c'est autant d'histoires qu'on a envie de connaître, qu'on a envie de savoir, qui sont constitutives du roman national. Donc j'ai cru que j'allais changer le monde en publiant 8 livres par an, mais on participe à ouvrir la littérature et en fait on a ouvert un front en réalité, même si on l'a remarqué parce que les maisons d'édition, ça a obligé beaucoup d'autres maisons d'édition à faire attention à ça. Et moi, j'ai toujours, quand je parlais aux patrons de maisons d'édition, je leur disais, on s'en fout de la tête de l'écrivain ou de son origine. Ce qui compte, c'est la diversité de ce qu'il raconte. Mais sa diversité personnelle permet d'avoir une lecture et une expérience que d'autres n'ont pas. Et c'est ça cette nuance-là que je voulais apporter.
parce que on n'est pas une équipe de football ou une équipe de tennis où bon, on se dit il faut mettre des hommes et des femmes ou des gens différents pour la photographie. Nous, on raconte des histoires et il faut que les histoires soient différentes. Donc, Et ta maison d'édition s'appelle La Grenade, oui. c'est un très beau nom aussi. Et pour finir, je voudrais quand même signaler ton dernier livre qui s'appelle Istanbul, Oui. et qui est une histoire personnelle d'Istanbul, mais aussi un guide touristique en même temps. On n'a pas le temps d'en parler, mais merci énormément. Je t'en Si prie. vous avez des questions, ce sera possible peut-être au bar, n'est-ce pas? Oui. Merci Maïr Guven. Merci. Neće.